sait très vite qu'en fin de compte, ils ne sont vraiment pas plus intelligents que nous. Ce qui ne sait pas d'eux, ce n'est pas du tout notre capacité à comprendre les choses, à les analyser, mais malgré qu'ils aient une sorte de une très particulière manière de comprendre la dynamique de la pensée architecturale, en fin de compte, il n'y a rien qu'ils font qu'on ne puisse pas faire. Et c'est cette sorte de démystification que j'ai pu voir, vivre dans ce contexte-là, qui m'a beaucoup aidé à aller de l'avant après. C'est-à-dire que d'un seul coup, ce ne sont pas des gens que je vois avec tellement d'admiration, ce sont des gens que je veux copier, des gens que je pense que je pourrais faire ça, et même mieux dans l'avenir. Peut-être la petite conclusion qu'on pourrait éventuellement tirer de cela, c'est que il n'y a pas de barrière. La seule barrière qui existe entre vous et l'architecture sur son plan international et mondial, c'est tout simplement une barrière du travail. Si quelqu'un arrive et dit, bon, ben, il y a la barrière de la langue, alors apprenez l'anglais. Si on vous dit, il y a la barrière du talent, alors travaillez plus. Si on vous dit qu'il y a la barrière de la géographie, ben, il y a Internet. Et si on vous dit qu'il y a la barrière de l'histoire, eh bien, notre histoire est aussi glorieuse et notre avenir est aussi prometteur. Ce qui m'a amené à un certain moment à penser à entamer une carrière internationale, du coup, après cette petite expérience parisienne. J'étais revenu en Tunisie, d'ailleurs, pour passer mon mémoire de stage professionnel. Et pour l'anecdote, la date du jury qu'on m'avait fixée, c'était le 14 janvier 2011. On était tous occupés à faire autre chose, donc ça a été retardé. Et j'ai passé 4 mois à écrire mon rapport de stage professionnel. Et j'avais en tête cette idée-là de dire, est-ce qu'on pourrait penser différemment le rapport de stage professionnel? Est-ce qu'il y a la possibilité, en fin de compte, d'écrire le rapport de stage qui ne ressemble pas vraiment à un rapport de stage? Un rapport de stage, ça se ressemble tout le temps, une sorte de format sur lequel on a tous, apparemment, on s'était mis d'accord. C'est bien, je dis pas que c'est pas bien, mais peut-être qu'un étudiant en architecture peut aller jusqu'à questionner le format connu des choses. Enfin, si ce n'est pas l'étudiant en architecture qui va aller et revoir et questionner les codes les plus durs, qui est-ce qui va faire ça alors? Et je vous invite sincèrement à le faire tout le temps. Dès qu'on vous dit ça c'est comme ça et qu'on ne vous offre pas une raison rationnelle, ne le faites pas. Il faut tout le temps repenser ces codes, même les plus durs. Je ne parle pas de rébellion, mais je parle de sorte de repenser. Oui, ça aussi. Cette remise en question qui pourrait toucher les choses les plus fondamentales. Alors j'ai écrit mon rapport de stage, et je me suis dit, voilà, je vais écrire un rapport de stage professionnel qui va être théorique. Après tous les étudiants ne sont pas les mêmes et on ne voit pas tous la même chose. Ce que je voyais, moi, dans mon expérience, c'était beaucoup plus une conceptualisation de l'idée, c'était beaucoup plus comment Claude Parent, quand il s'assoit, il théorise et il conceptualise pour arriver à un projet. Je m'intéressais très peu, il faut dire, au contrat et à l'administration française, et même un peu aux détails de construction. C'est important, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Alors je voulais retransmettre ça dans mon rapport de stage. Et ça contenait des dialogues, des récits, des petites histoires, tout ce qui m'intéressait le plus, l'architecture avec un grand axe, pour moi en tout cas, comment la conceptualiser, comment la théoriser, comment la penser, comment la repenser. Et je ne regrette pas avoir fait ça, même si mon rapport de stage a été refusé. J'ai eu mon diplôme avec le mention passable, je pense. Hein? De justesse. Mais ça a été refusé au départ, je pense. C'est pas trop. Non, faut pas refuser. Non, le rapport, on m'a demandé de. Il y avait un membre qui a refusé le format. J'ai oublié même les détails de la chose. Je me rappelle de l'amertume de la chose.
marché à la fin. Et j'ai eu mon diplôme, j'étais très heureux. Et tout de suite après, j'ai eu une autre occasion. J'ai eu une offre de travail en Chine avec un ami à moi. On a travaillé ensemble à l'agence d'IDEC. On a travaillé sur le même projet à ce moment-là, qui était le design intérieur du restaurant de l'Opéra, à l'Opéra Garnier de Paris. Et il m'avait contacté, il m'a dit il a ouvert une petite agence en Chine, est-ce que ça m'intéressait de le rejoindre? J'ai fait ça, je suis arrivé, il y avait 200 personnes, c'était ça, une petite agence en Chine. Voilà, déjà, changement d'échelle. J'étais à Paris, j'ai passé 2 mois en train de faire des détails de chaises. Et mon premier projet en Chine, c'était une cité sportive avec un stade pour 70 000 personnes, un stade pour 20 000 personnes, des logements et tout ça. Il y avait 4 architectes à faire ça, seulement. Alors c'est une autre expérience, c'est une autre échelle, c'est autre chose. Et je vous invite vraiment à postuler en Chine. Il n'y a que ça, il y a vraiment des offres de contrat tout le temps en Chine. Il y a l'anglais déjà, il faut maîtriser ça, mais à part ça, il y a beaucoup de travail. Et l'expérience de travailler en Chine est une expérience unique. Peut-être qu'une année, peut-être pas plus, moi je n'ai pas pu vivre plus qu'une année en Chine, c'est très délicat, mais une année en Chine pour tout étudiant, je pense, c'est possible, c'est vraiment pas très difficile. Je peux vous donner le contexte si ça vous intéresse. C'est vraiment magnifique de voir cette architecture-là à ce niveau-là, surtout dans un pays qui construit beaucoup jusqu'au point où il n'arrive plus à réfléchir sur ce qu'il construit. Une expérience en Chine aussi, j'ai appris énormément de choses, je ne peux pas tout résumer, mais peut-être une anecdote dont je me rappellerai toujours, c'était que mon agence était une agence à Hong Kong et à Shenzhen, une ville en Chine. Et le maire de la ville de Shenzhen avait eu l'idée de construire 5 tours dans la ville de Shenzhen et d'inviter pour lui les 5 plus grands architectes au monde pour que chacun construise une tour. Alors, il avait invité Jean Nouvel, il avait invité Zaha Hadid, il avait invité Tom Main de l'agence Morpheus et il avait invité... Non, c'est pas. Le 5e, c'était Renzo Piano. Et Renzo Piano avait refusé l'offre, tout simplement. Et il disait non, il y en a marre des tours. Il venait de construire une tour à New York, la tour de New York Times. Je vous invite tous à voir la tour. Pour moi, c'est la plus belle tour passée il y a 20 ans, depuis 20 ans. Je ne suis pas le seul à penser ça déjà. Il venait de finir ça, il avait apparemment un workshop qu'il voulait faire avec ses étudiants en Italie, il ne voulait pas faire la tour. Alors le maire de la ville de Shenzhen a contacté mon patron, qui était français, qui était un grand ami de Renzo Piano, et lui demandait est-ce que tu peux parler à Renzo Piano pour qu'il accepte de faire la tour. Et pendant la discussion au téléphone, mais j'étais présente, mon bureau était juste à côté de mon patron. Et c'était assez surréel pour moi, c'était fascinant d'entendre cette discussion qui a duré 20 minutes où il y avait mon patron qui était Michel et qui parlait, il dit Renzo s'il te plaît, c'est le maire de la ville qui me contacte, prends cette tour. Et là c'est assez rien, mais c'est une tour, il dit mais non, la Chine c'est trop loin, il dit allez, je lui ai dit ce qui se passe, c'est pas normal ce qui se passe ici. Et il a enfin refusé, il n'a pas pris la tour. Je ne sais pas qui en a choisi à sa place, mais il n'a pas pris pour lui, il ne voulait pas. Alors le lendemain matin, pendant la pause, je parlais avec mon patron et j'étais encore sous le choc. Qu'est-ce qui se passe? Alors je lui demande un peu de m'expliquer un peu. Il m'a dit une phrase, je me rappellerai toujours de ça. Il me dit le grand paradoxe de l'architecture aujourd'hui, c'est que ceux qui veulent construire le plus, sont ceux qui construisent le moins. Et que l'architecture aujourd'hui s'offre à des penseurs qui s'abstiennent. J'ai adoré cette phrase. L'architecture s'offre à des penseurs qui s'abstiennent, qui ne veulent pas construire. Et c'est peut-être pour cette raison-là que j'ai postulé pour un master pour penser justement à l'architecture.
j'ai postulé pour un master en théorie de l'architecture à l'Université de Washington aux États-Unis. Avec le programme Fulbright. C'est un programme de bourse américaine, un programme très prestigieux, il est très bien. Vous pouvez tout le temps voir sur Internet. L'application se fait ici en Tunisie, ils prennent des étudiants de partout dans le monde, ils prennent 4 à 5 étudiants tunisiens par an, toutes disciplines comprises, et puis ils vous offrent presque tout, et c'est vraiment une grande opportunité. Si vous pouvez voir sur Internet, il y a toutes les informations nécessaires pour postuler au programme Fulbright. Alors j'ai postulé avec ce programme-là et j'ai fini par être accepté au programme de master de théorie à l'Université de Washington, et c'était quelque part le début de mon expérience américaine. Quand j'étais arrivé, c'était pas trop facile, je dirais. Déjà, j'ai jamais vraiment pratiqué l'anglais dans une université américaine. L'anglais en Chine, c'était très chinois. Et d'un seul coup, je me retrouvais dans un programme de master très compétitif, très connu, dans une université qui était considérée 10e meilleure université au monde. Il n'y avait que des Américains presque avec moi, ils ont passé toute leur vie aux États-Unis, ils ont fait leurs études là-bas. Il y avait avec moi une Britannique, un Australien et un Japonais. Donc en fin de compte, presque tous avaient l'anglais comme langue maternelle. Il y avait que moi, le japonais, qui n'avait pas l'anglais comme langue maternelle, et souffrait un peu, lui et moi. Et c'était relativement intimidant, il faut le dire. J'avais vraiment à un certain moment perdu confiance en moi, mais bon, je m'étais mis une idée dans la tête, c'était de ne pas être le dernier de la classe. C'est tout. C'est pas très ambitieux, vous allez me dire, c'était réaliste. Et ils avaient tout le temps vécu là-bas, pas être très arrogant, pas le dernier. Et j'ai mis cette idée dans la tête, c'est que je vais tout faire, parce qu'à un certain moment, ça sera au moins ou le japonais. C'était clair. J'allais tout faire en fin de compte. J'allais faire de mon mieux pour que ce soit japonais. Que ce soit pas moi. Alors j'ai travaillé vraiment comme un fou. J'ai travaillé beaucoup. J'ai travaillé tous les jours, 10 à 12 jusqu'à 14 heures de travail par jour. Je n'ai pas pris de week-end du tout, pas de jour férié. Je fais que travailler. On me demandait de lire un chapitre d'un livre, je lisais tout le livre. On me demandait d'analyser un bâtiment, j'examinais tous les bâtiments faits par l'architecte, je lisais tout, mot par mot, et à la fin, à ma grande surprise à moi, mais la surprise, je pense, de tout le monde, je n'étais pas le dernier, mais aussi j'étais le premier de ma classe. Pas par ambition, je pense, mais par peur, plus que tout. J'avais tellement peur d'être le dernier que je suis le premier. Et à la fin, j'étais major de ma promotion après 2 années d'études au master de théorie à l'Université de Washington. C'est que je pense déjà sur la pédagogie, c'est qui des architectes? Les universités américaines, c'est un peu différent de ce qu'on a. Il n'y a pas que des architectes. Dans le groupe d'étudiants qu'il y avait avec moi, il y avait des historiens de l'art qui tournent en théoriciens de l'architecture. On était 15, il y avait 5 architectes, en fait. Il y avait des ingénieurs, il y avait même un philosophe qui faisait de la théorie d'architecture. En fait, c'est très flexible comme système. Et au départ, ça me paraissait très étrange, il faut le dire. Parce que comment est-ce que je pourrais discuter architecture avec un philosophe? Je me disais, c'est pas possible quand même, mais à la fin, on apprend beaucoup plus en discutant de l'architecture avec quelqu'un qui n'a vraiment pas sorte de background dans l'architecture, mais qui s'intéresse à la matière, qu'en parlant avec quelqu'un qui sait exactement les mêmes choses
comme mon master, à ce moment-là, la thèse, justement, en théorie, ça portait sur l'architecture l'architecture postmoderne aux États-Unis. Et le grand argument, si vous voulez, facile, c'est évident, mais le grand argument, c'était que le postmodernisme, en fin de compte, comme mouvement, la manière avec laquelle il s'est détaché du modernisme, la manière avec laquelle il a décrit le modernisme, il a écrit l'histoire du modernisme, la manière avec le postmodernisme s'était défini comme entité indépendante. Toutes ces choses-là sont en fin de compte des stratégies discursives du modernisme. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le postmodernisme est fondamentalement moderne. Le grand argument que j'avais proposé à la fin, c'est qu'en fin de compte, il n'y a rien de plus moderne que le postmoderne. Pour faire simple. S'il y a quelque chose à parler de pédagogie ici, c'est que quand j'étais arrivé à l'Université de Washington, à chaque fois que je disais que j'étais tunisien, il y avait tout le temps des gens qui disaient « Ah, c'est bien, alors quelle architecture en Tunisie, ou quel type d'architecture en Tunisie tu vas analyser ? Et quelle période de l'architecture de l'Afrique du Nord, ou quelle ville de l'Afrique du Nord tu vas utiliser ?» Et j'ai vraiment pas du tout aimé ça, j'ai refusé d'accepter cette idée-là. En fin de compte, je voulais me poser comme intellectuel, et eux, ils me poussaient à être une sorte de native informant, l'indigène informateur. J'ai refusé l'idée, en fin de compte, que l'Américain, lui, puisse penser l'homme, dans sa généralité, le monde, qu'il n'ait aucune peur, lui, l'Américain, de venir et dire l'architecture avec un grand A, c'est ça, et que moi, parce que je suis tunisien, je peux être réduit à penser couche, et puis d'arabe, et puis ça et ça, comme si on est tout simplement incapable de penser l'architecture dans sa généralité, comme si on ne pourrait pas être intellectuel, on pourrait être que des informateurs, on nous dit ce qui se passe chez nous. Alors à la fin, j'ai proposé un master qui parlait d'architecture américaine à des architectes et théoriciens américains au sein de l'université américaine. Je vous invite vraiment tous à faire pareil. Essayez tout le temps de transcender les limites régionales et locales. Vous pouvez, ayez confiance en vous, vous pouvez penser l'architecture dans sa globalité. Il n'y a rien entre vous et ça. Transcender les limites du local, c'est vrai que c'est important, mais aussi essayer de penser plus généralement, plus globalement. Un Tunisien doit être capable de penser à un musée de la guerre en Vietnam, une église en Corée, une tour à New York, et garder en l'esprit, en fin de compte, que l'identitaire, si vous voulez, a cette particularité, c'est que quand on lui tourne le dos, il se crée, tout seul dans l'ombre. Bref. J'ai fini ma thèse à l'Université de Washington. Ça a été choisi comme la meilleure thèse de théorie aux États-Unis en 2014. Et ça m'avait permis d'être accepté dans un programme de PhD en théorie de l'architecture à la MIT. Et plus particulièrement, à ce moment-là, c'est un programme avec l'Aga Khan programme, c'est le même programme qui offre les prix Aga Khan. C'est un programme commun entre Harvard et MIT. Ce sont deux universités qui travaillent ensemble. Ce sont deux universités dans la même rue, toutes deux à Cambridge, aux États-Unis. À ce moment-là, MIT a été choisi meilleure école d'architecture au monde. Je ne suis pas d'accord. Le petit j'y suis maintenant, je pense que la Cooper Union est meilleure et la GIZ est meilleure. Je pense qu'il faudrait que. Alors, ils s'en foutent de mon opinion, mais ils choisissent la meilleure école d'architecture au monde. Mais je suis en train de finir ma dissertation pour mon PhD là-bas et faire beaucoup de projets de recherche et de classes. Que ce soit au MIT ou à Harvard. Je travaille sur beaucoup de projets de recherche là-bas. L'un d'eux, on pourrait peut-être
de ça après. C'est un cours qu'on est en train de développer avec le professeur Mark Jasenberg qui s'appelle Histoire globale de l'architecture. Et ce cours-là, il est offert sur Internet, qu'on est en train de développer, il est sur Internet gratuitement. Vous pouvez vraiment le consulter tout. Non seulement ça, mais aussi presque tous les cours de MIT sont sur la plateforme edX, que vous pouvez consulter. Les cours de nos meilleurs architectes et nos meilleurs enseignants sont sur Internet aussi. Les cours de Raphaël Moneo, vous pouvez les consulter. Je pense que les anciens cours de Peter Eisenman, ils sont sur Internet. Même les cours de Reb Koolhaas, ils sont sur Internet. Merci beaucoup, je ne vais jamais rien offrir. Et puis, les chaînes YouTube de la GSD de Harvard et de MIT, elles existent. Vous pouvez presque voir toutes les conférences qu'on organise là-bas. Vous avez les mêmes sources d'informations, en fin de compte de ressources. On ne fait que ça, Design Boom, Design, Arc Daily, Art Forum, ce sont les mêmes choses que les Américains utilisent, que vous utilisez ici. Bref, d'autres mots, l'idée qu'on n'a pas de ressources, il y a un manque d'informations les plus vraies depuis plus de 10 ans aujourd'hui. La seule barrière, en fin de compte, encore une fois, entre nous et eux, ils ne sont pas du tout beaucoup plus intelligents. La seule barrière, vraiment, c'est du travail, de l'acharnement, beaucoup de travail, et c'est de vraiment travailler beaucoup et définir vos règles, et ensuite travailler pour que vous les réalisiez. Alors, travaillez, lisez beaucoup, bouquinez beaucoup, soyez créatifs, soyez curieux, théorisez beaucoup, comme ça on deviendra copains. Et puis, ouvrez-vous sincèrement sur le monde et ayez pour but non seulement de résoudre les problèmes localement, mais aussi de résoudre le problème de l'homme, du monde, de la planète. Parce que le grand paradoxe est celui-là, c'est en essayant de vouloir aider à construire le monde qu'on finira à la fin, presque par inadvertance, par construire un pays de notre éventuel. Je suis réussi, merci beaucoup. Merci Yves. On va passer peut-être la parole à l'assistance. Il y a une interaction avec la présentation de la conférence de l'IFNER, qu'on puisse un peu engager encore plus le débat et développer un peu les idées.